va pouvoir centrer pour David Trezeguet de la tête pour le ramenant. C'est le but en or. Vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais il y a la Coupe du Monde de football qui arrive, et moi j'avais envie de faire une vidéo qui va combiner mes deux passions, le football et le cinéma. Car je me suis rendu compte que autant les sports US avaient eu de très bons films qui avaient été faits dessus, comme Moneyball, qui était carrément nommé à l'Oscar du meilleur film, et c'était un film sur le baseball, ou bien The Blind Side, où Sandra Bullock a reçu un prix d'interprétation féminine pour son rôle dans The Blind Side, qui est un film qui parle d'un joueur de football américain, et il y a aussi par exemple le film d'Oliver Stone, L'Enfer du Dimanche, tout ça est considéré comme des très bons films. Autant sur le foot, faut avouer que des très bons films que tout le monde connaît, bah ça court pas les rues. Ce qui est vraiment paradoxal parce que clairement le football est le sport le plus populaire de la planète, et pourtant on a vraiment très peu de films qui l'exploitent. Et donc j'ai voulu faire une vidéo pour essayer de comprendre pourquoi on a aussi peu de bons films sur le foot, et surtout qu'est-ce qui bloque avec le foot au cinéma. Il existe deux types de films sur le football, et le premier type de film sur le football, ça va être les documentaires. Alors il en existe de plein de sortes différents. On va voir par exemple les documentaires qui vont suivre l'épopée d'une équipe, donc on peut penser aux Yeux dans les Bleus, même si Le Yeux dans les Bleus n'est pas un film de cinéma, mais ça reste quand même un film sur le football. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. On peut aussi penser à Don't Take Me Home, le film sur l'épopée du Pays de Galles durant l'Euro 2016. Donc voilà, il y a ces types de films-là qui existent. On peut aussi penser aux biopics, donc par exemple, il y a eu un biopic fait par Emir Kusturica sur Maradona, il y a eu des biopics faits sur Messi, de grands joueurs ont eu droit à leur biopic. Donc voilà, ça reste dans l'aspect documentaire, on va analyser, on va suivre la carrière de ce joueur, on va la retranscrire à l'image, mais ce n'est pas du tout fictionnel. Et on peut aussi parler de l'expérimentation Zidane importée du XXe siècle, qui n'est pas vraiment un biopic, qui est plutôt une œuvre expérimentale, mais qui est plus de l'ordre du documentaire que du film de fiction, évidemment. Parce que c'est un match de foot filmé par beaucoup de caméras et monté avec de la musique, donc il n'y a pas vraiment de fiction dedans. Alors les documentaires sur le football, il y en a des vraiment très bons, hein. Dans ceux que j'ai cités, ça reste des œuvres intéressantes à observer, parce que fatalement le sport est quelque chose de fantastique et n'a pas besoin d'être fictionné pour rendre extraordinaire, procurer des émotions. Donc les documentaires sur le football, moi je vous les recommande, vraiment, ça reste, si vous aimez le football, vous ne serez pas déçus par les films que j'ai cités précédemment, mais par contre, ce ne sont pas les films qui m'intéressent aujourd'hui. Moi j'ai envie de parler de comment on a réussi à intégrer le foot dans une œuvre de fiction. Déjà, premier constat, les films sur le football ne sont vraiment pas très nombreux. C'est presque difficile d'en citer une trentaine, toutes nationalités confondues. Quand on sait que la finale de la Coupe du Monde est l'événement le plus regardé de la planète, ça fait quand même étrange qu'il n'y ait pas eu énormément de films faits sur ce sport. Alors je vais commencer à parler des films qui utilisent le foot comme contexte, comme prétexte, mais qui ne sont pas vraiment des films sur le sport, le football. Et dans les films qui parlent de foot, les films comme ça sont assez nombreux. Donc par exemple récemment, il y a un film qui est sorti qui s'appelle La Surface de Réparation. C'est un film qui tourne autour d'un petit club de province dont on ne verra jamais un match. En Angleterre, ils ont eu le film The Dame United, un film qui retrace la période maudite de l'entraîneur de Leeds. Donc on est plus dans un biopic fidèle sur un personnage que vraiment sur un film sur le football. Même si ça reste dans le milieu du football, mais pareil, on ne voit que très peu de football à l'écran. On peut aussi penser à des films comme Le Crocodile du Botswana ou Les Rayures du Zèbre. Alors deux films qui peuvent paraître très similaires déjà sur leur affiche. Je trouve que les deux affiches se ressemblent et dégagent un peu la même vibe. Et en plus, les deux films traitent plus ou moins du même sujet. Ça parle d'une relation entre un joueur et son agent, et ça se passe un peu dans le cadre africain. Donc on pourrait croire que les deux films se ressemblent beaucoup, et en fait, ils sont très différents. Car pour le coup, Le Crocodile du Botswana, c'est vraiment une comédie totalement absurde qui utilise le football, mais alors vraiment en prétexte pour donner lieu à une situation et engendrer des gags et plus décrier un pays africain et un dictateur moisi que parler du football. Et au contraire, Les Rayures du Zèbre, alors contrairement à ce que l'affiche pourrait faire penser, parce que peut-être qu'il y a Boulevard et en plus ils sont plutôt joyeux, c'est absolument pas une comédie, absolument pas. Non, c'est un film très sombre qui traite son sujet de manière très réaliste, à savoir les jeunes joueurs africains qu'on fait signer dans des clubs européens et leur adaptation à notre culture, à notre climat. Et le film est assez surprenant, je vous invite à le découvrir parce que si vous pensez voir une comédie rigolote sur le milieu du football, vous allez vraiment être surpris. Mais le point commun des deux, c'est qu'on ne filme, encore une fois, jamais le football. C'est des films qui parlent du milieu du foot, qui utilisent des joueurs de foot, des agents de foot, mais on ne filme pas le foot, il n'y a pas un ballon qui roule avec des pieds qui lui tapent dessus. Alors dans cette catégorie, on peut aussi ranger tous les films sur le hooliganisme, parce que ça gravite autour du foot, mais pareil, ça parle pas vraiment de football, donc je vais pas vraiment m'étendre dessus. On peut aussi mentionner des films comme le film de Ken Loach, Looking for Eric, le film avec Eric Cantona, qui va graviter autour d'un fan de Manchester United, mais encore une fois, le football n'est pas vraiment à l'image, et c'est pas un film sur le foot. Donc là, c'était des exemples de films dont le sujet gravite autour du football, mais qui ne filment jamais le football, et on va rentrer dans des films qui utilisent le football comme contexte, comme prétexte, mais qui se permettent quand même de filmer le football. Donc je vais parler rapidement de 4 films, je vais parler de Didier,
de Joue-la comme Beckham, de Coup de tête et de 3-0. Joue-la comme Beckham se concentre sur une indienne vraiment talentueuse au football, mais le problème c'est que sa passion pour le football et aussi son petite amourette pour son entraîneur se met en porte-à-faux avec les traditions de sa famille. C'est une comédie britannique vraiment touchante avec une très jeune Keira Knightley et un très jeune Jonathan Rhys-Meyer, je sais jamais si je prononce bien son nom. C'est plutôt un film feel-good qui va traiter de la famille, du sport, de l'amour, de l'amitié, voilà des thèmes très légers, et au milieu de tout ça, il y a quand même un peu de football. Oups. Alors c'est pas le cœur du film le football, mais il est quand même traité et filmé avec une vraie authenticité, même s'il y a 2-3 fautes de goût dont je parlerai un peu tout à l'heure. Le film Coup de tête, avec Patrick Deverne, est plus une espèce d'étude sociale à un instant T de notre société qu'un réel film sur le football. L'histoire est celle de Perrin, un chômeur accusé de viol et qui se retrouve emprisonné, mais qui finira gracié et adulé grâce à un doublé dans un match de Coupe de France où il offre la victoire à l'équipe, donc à l'équipe de la ville dans laquelle il vit, la petite ville dans laquelle il vit. Dans ce film, le foot est vraiment dépeint comme une source d'hypocrisie sociale. C'est vraiment l'opium du peuple. Et d'ailleurs, il y a cette phrase magnifique du président de l'usine, qui est également le président du club de foot. J'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 800. Donc c'est un film assez cynique qui dépeint le football comme quelque chose un peu abrutissant pour la masse. Donc oui, le foot est central au film, d'ailleurs il y a un match de foot qui est filmé au milieu du film, mais c'est plus un film centré sur ce que le foot peut représenter socialement que, encore une fois, un vrai film sur le jeu football. Ou le sport football, enfin voilà, sur le principe de jouer au foot, de faire du foot, de filmer le foot. C'est pas un film là-dessus, Coup de tête. Après on a Didier, alors encore une fois Didier c'est un film qui à la base ne parle pas du tout de football parce que le cœur du film c'est l'histoire d'un chien qui se transforme en homme, donc ça c'est le concept de Didier, mais le truc c'est que le maître de Didier, qui est joué par Bakri, il est agent de joueur de foot. Et vu que Didier le chien, quand il est humain il est super bon avec un ballon, le film va s'orienter doucement dans le milieu du foot, parce que Bakri va faire signer Didier dans une équipe qui va carrément affronter le PSG. Donc le foot n'est pas extrêmement présent dans l'entièreté du film, mais il y a toute la scène climatique, toute la fin du film, c'est un match de foot. Notamment avec cette scène d'anthologie où un chien met un but au PSG au Parc des Princes, c'est magnifique. Vous le verrez, j'en parlerai plus tard, c'est pas filmé forcément de manière extraordinaire, mais je détecte les prémices d'un film comme Shaolin Soccer dans Didier. Et ouais, c'est surprenant, mais ce sera analysé plus tard. Et le film de cette liste qui parle probablement le plus du milieu du foot, c'est 3-0. Donc 3-0, ça se concentre vraiment pleinement sur le milieu du football. Évidemment, quand je dis le milieu, c'est le football professionnel, parce qu'il y a des films qui vont parler du football amateur, comme Les Collègues, mais j'en parlerai un peu plus tard, mais là on est vraiment sur le milieu du football professionnel qui est dépeint dans 3-0. Donc le film est une comédie un peu satirique qui va dépeindre le milieu du football de manière un peu dégueulasse, avec ses agents véreux, ses magouilles, les présidents de clubs qui sont totalement manipulables. Bref, Antoniente il se donne vraiment à cœur joie pour critiquer ce milieu et en tirer une source de comédie, même si le film est vraiment pas très drôle. Et ça c'est mon avis. Et pour ce qui est du football à proprement filmé, on a le droit quand même à un retourné de Laurent Deutsch qui joue au PSG sur une passe en coup du foulard de Ronaldinho. Et ça, c'est déjà vraiment pas mal. Et en plus, il y a Stomy Bugsy qui fait une espèce de caricature d'Anelka. Donc écoutez, c'est quand même 2 bons points footballistiques pour 3-0, c'est pas mal, bravo 3-0. En fait, la vraie difficulté quand on veut faire un vrai film sur le football et qu'on essaie de filmer le sport, c'est justement ça, c'est de mettre en scène des séquences de football. C'est de rendre crédibles des matchs avec des vraies équipes. Imaginez le coût que ça peut avoir de filmer dans un stade plein par exemple. Alors on peut avoir recours au numérique, on peut faire des astuces un peu partout, je vais essayer de les décrypter, mais ça reste une logistique très compliquée pour réussir à retranscrire la vraie ambiance d'un match de foot comme on peut le voir à la télé. Et s'il y a un projet qui s'est plutôt bien débrouillé malgré le fait qu'elle est quand même souvent décriée, c'est pour moi la trilogie Goal. Alors Goal c'est un projet vraiment ambitieux, donc à la base prévu comme une trilogie, mais vous verrez le 3e opus c'est vraiment du foutage de gueule. Et l'histoire de Goal c'est celle de Santiago Muñez, un jeune joueur américano-mexicain qui passera des terrains amateurs des États-Unis à la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et dans le 3e opus, il aurait même carrément dû participer à la Coupe du Monde, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que les films ont relativement bidé, et donc ils ont changé leur fusil d'épaule pour le 3e opus, et ils sont partis dans un espèce de délire soap british totalement cheapos, que je vais défoncer en fin de vidéo, vous allez voir, je vais le défoncer. Et c'est vraiment dommage parce que les 2 premiers opus méritent d'être vraiment des bons films sur le foot. On y suit donc Santiago Muñez, qui vient de signer pour Newcastle dans le premier épisode, et qui va marquer un magnifique coup franc victorieux en fin de film du gauche, alors que le mec a toujours été droitier. C'est parce qu'ils ont pris des images de Laurent Robert, en fait c'est un vrai coup franc tiré par Laurent Robert, l'ancien joueur du PSG, mais Laurent Robert il est gaucher, Santiago Muñez il est droitier dans le film, mais ils se sont dit les couilles, on utilise ce coup franc pour être le moment de grâce de notre personnage dans l'épisode 1. Voilà, ça montre un peu la difficulté de matcher des images de vrais matchs avec des images de fiction. Ça donne lieu à des moments qui sont pas forcément
toujours crédible, mais je trouve que Gol arrive à manipuler tout ça de manière plutôt efficace. Principalement dans l'épisode 2 où là Santiago va participer à la Ligue des Champions avec le Real Madrid, carrément le Real Madrid des Galactiques, donc entouré de Zidane, de Beckham, de qui d'autre, de Ronaldo, de Raoul, enfin vraiment le Real Madrid des années 2000, magnifique quoi, avec lequel il va gagner la Ligue des Champions. Carrément. Ce que j'aime beaucoup dans Gol, c'est que ça tente vraiment une immersion sur les terrains de foot. Et surtout, les films n'ont pas peur de s'attaquer à des vraies équipes avec des vrais joueurs. Donc c'est pas parfait, mais si on se laisse prendre, on a vraiment l'impression que Santiago Munez joue aux côtés de Zidane et de Beckham. Et ça quand même, c'est beau. Scénaristiquement, les films sur le foot, ils suivent quasiment tous un vrai schéma similaire. La seule variation, ça va être si on suit un joueur ou une équipe. Mais à part ça, c'est vraiment toujours le même déroulé. C'est à peu près la même chose que dans une comédie romantique, quoi. Il y a des espèces d'étapes obligées qu'on est obligé de passer, et ça fournit une comédie romantique à la fin. Et bah les films de foot, c'est pareil. On a différentes étapes, et une fois qu'on les a toutes, bah ça donne un film sur le foot. Donc à la base, une équipe doit se former pour une raison, ou un personnage intègre une équipe pour une raison. Donc ça peut être pour gagner une coupe, comme dans Les Collègues, ou bien pour sauver une usine, comme dans Les Seigneurs. Enfin, il y a toujours un prétexte un peu grotesque pour qu'une équipe se forme. Donc ils ont un objectif, évidemment. Mais le problème, c'est qu'au début, ils sont nuls. Et c'est quasiment toujours parce qu'ils manquent de cohésion, ou qu'ils sont trop égocentriques, ou trop égoïstes, enfin voilà, il y a toujours cette raison que c'est pas encore une équipe, c'est des individualités qui pourraient être forts s'ils s'entraidaient, mais le problème c'est que non, ils sont trop perso et ça ne donne rien. Donc difficilement, et grâce à de la chance, ou à des magouilles, ou à différentes choses, ils arrivent quand même à graver les échelons, à gagner quelques matchs de manière assez miraculeuse, mais doucement, la cohésion se fait. Voilà, la cohésion se fait, et on arrive, au match qui était dépeint au tout début, à la finale, bref, à l'objectif qui s'était donné, et donc là, c'est le climax du film. Et dans le climax, et alors là, les équipes et le joueur donnent tout, ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont, quitte à ce qu'ils perdent, mais au moins, ils auront vraiment combattu avec panache. Voilà, donc ça, c'est à peu près le schéma de tous les films sur le sport, en fait, hein. Vous prenez Rasta Rocket, c'est exactement le même schéma, donc c'est pas nouveau, et beaucoup de films sur le foot suivent vraiment, mais exactement ce même schéma. Des films comme Les Seigneurs, Les Collègues, À nous la victoire, The Big Green, Le match de leur vie, Shaolin Soccer, Les Petits Princes, etc., etc. Il y a vraiment peu de variations avec ce schéma-là, donc je vais pas m'attarder plus que ça, je vais m'attarder plutôt à comment est-ce qu'on filme le foot au cinéma. Comme je disais, recréer un vrai match, c'est extrêmement compliqué. Et là-dessus, je dois dire que 3-0 s'en tire vraiment bien. Alors il y a une seule séquence, c'est le match PSG-Barcelone, mais ça a le mérite d'être vraiment bien fait. Entre les plans des vrais joueurs de Paris comme Ronaldinho, celui du coach Fernandez sur le banc de touche, et les plans de Stomy Bugsy et de Laurent Deutsch sur le terrain, et écoutez, il y a une vraie alchimie qui se fait. Et l'illusion fonctionne vraiment très bien. Après, bon, perso, je trouve que c'est pas très bien filmé, ni très bien monté. Comme cette feinte où il y a 4 plans en moins d'une seconde, quoi. Enfin, je trouve cette feinte, mais dégueulasse. Voilà, vraiment, le montage est beaucoup trop rapide. Alors c'est sûrement un montage rapide pour justement faire un peu cache-misère, car certains de ces plans ont dû être filmés dans un stade vide ou sur fond vert, et donc moins longtemps ils sont à l'image, mieux ça passera. En tout cas, dans l'ensemble, cette séquence fonctionne vraiment bien parce que je trouve qu'elle ne fait pas de cheap. Et j'aime vraiment beaucoup le moment où Laurent Deutsch claque son retourné acrobatique, quoi. Bon, c'est un peu un passage obligé dans les films sur le foot, t'as l'impression qu'il faut forcément qu'il y ait un mec qui mette un but en retourné à un moment, mais en tout cas, celui de 3-0 rend vraiment très bien. Pour moi, le film qui arrive le mieux à maîtriser cette alliance entre match réel avec des vrais joueurs qu'on connaît et l'incrustation de joueurs qui sont donc des acteurs, c'est Gol 2. Gol 2, ils sont vraiment allés très loin dans leur délire, et il y a surtout un jeu de montage extrêmement bien pensé. Ils arrivent vraiment à incruster leurs comédiens dans des vrais matchs du Real Madrid, quoi. Et ce que je trouve pas mal, c'est que les plans qui sont totalement fictionnels dans Gol 2, donc où il y a une action qui n'a pas vraiment eu lieu dans les vrais matchs du Real Madrid, ils ont majoritairement utilisé du numérique pour faire le ballon. Ou bien, ils ont pris des doubleurs qui savaient très bien jouer au foot pour les gros plans sur les jambes, ou faire des coupes numériques pour transitionner d'un personnage où on voit que c'est le comédien, et en fait ça devient une doublure jambe, mais vous voyez, il y a un volet entre les deux qui fait que on pense que c'est toujours le comédien, alors qu'en fait non, entre-temps ils ont changé de joueur. Voilà, ils ont plein de petites astuces comme ça, qui permettent quand même d'avoir des vraies actions filmées de manière différente qu'à la télé. Voilà, ils filment ça vraiment avec une vraie ampleur, ça prend son temps, et ça nous montre des actions qui peuvent clairement être abusées, mais qui sont au moins des vraies actions de cinéma, quoi. Je vois pas le foot dans Gol comme je le vois à la télé. Et ça, pour moi, c'est important quand tu fais un film sur le foot. Faut pas que ce soit juste une retranscription d'un match de foot, faut que ce soit cinématographique. Et dans Gol 2, ça peut être un peu mal fait par moment, mais en tout cas les buts et les grandes actions sont cinématographiques. Moi honnêtement, je préfère largement voir Santiago Munez foutre une reprise de volée en pleine lucarne de 30 mètres que de le voir marquer d'un pointu après un cafouillage, quoi. Enfin ça, c'est bon, j'ai la Ligue 1 pour ça. Quand je vais au cinéma, c'est pour voir des trucs un peu spectaculaires, quoi. Quitte à ce que ce soit un peu abusé. Il y a un petit détail que je trouve intéressant, c'est que Santiago Munez, il est souvent filmé en contre-plongée quand il célèbre ses buts.
Alors ça, je pense que c'est de 1 pour montrer le côté dominant du personnage, voilà, il nous domine, il est dominant, il est dans une période vraiment forte, et aussi, le fait de filmer en contre-plongée fait qu'il n'y a que le ciel derrière, et donc le stade peut être totalement vide. Et à mon avis, au moment du tournage de ces plans, qui sont des petits plans assez simples, ils les ont fait quand le stade était vide. Comme ça, ils n'avaient pas besoin de payer la figuration, vous comprenez? Petite astuce qui, à la fois, est un vrai discours de mise en scène, parce que ça raconte quelque chose d'être en contre-plongée, et à la fois, c'est une astuce pour payer moins cher, et réussir à faire le film dans le budget qui a été alloué pour le film. Cette phrase était très longue. Donc, comme je le disais, ce que j'aime dans Goal, c'est vraiment qu'ils utilisent des angles qui ne sont pas des angles visibles à la télé. Car vous allez voir, il y a un nombre d'exemples incalculables de longs métrages qui filment le football exactement comme la télé filme le football. Et c'est vraiment dommage, je vais pas au cinéma pour voir des trucs que je vois à la télé. Sinon je reste chez moi et je regarde un match de foot. Enfin la majorité des exemples ça va être des actions filmées des bancs de touche ou des tribunes quoi. Enfin vraiment comme on filme un match de foot à la télé. Alors c'est par exemple le cas du film À nous la victoire avec Stallone et Pelé. Ouais il y a Stallone et Pelé dans le même film, rien que ça. Donc toutes les actions sont constamment filmées à partir des tribunes, ou en tout cas de l'extérieur du terrain. Alors oui je suis d'accord, les actions rentrent bien, notamment parce qu'elles sont rapidement exécutées, donc il y a une vraie sensation de vitesse et de fluidité dans le jeu dans le match. Bon, on a quand même un peu l'impression que les défenseurs sont des plots, quoi, ils sont un peu immobiles, enfin c'est très difficile à chorégraphier le football en fait, parce que l'aléatoire du ballon fait que les mecs savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, enfin, il y a un côté un peu imprévisible, et souvent ça donne lieu surtout à des très mauvais défenseurs. Parce que le football, c'est un sport très différent des sports US, par exemple, qui sont beaucoup plus en séquence, vraiment, où là, on peut chorégraphier toute une séquence. Le football, c'est un jeu qui ne s'arrête jamais, et le ballon est perpétuellement en mouvement, donc c'est vraiment très difficile à chorégraphier, et souvent, on a l'impression que les mecs se sont même pas fait chier à chorégraphier, quoi. Ils ont jeté le ballon, ils ont dit, tu vas faire semblant de marquer un but, et l'autre, tu vas faire semblant de l'empêcher de marquer un but, mais tu vas pas l'empêcher. Donc fatalement, on arrive à des scènes comme dans The Big Green, donc qui reste un téléfilm Disney Channel, ok, mais c'est juste un bon exemple pour montrer un truc dégueulasse, où t'as vraiment l'impression que là, ils ont jeté un ballon à des gamins, ils leur ont dit, bon tu vas faire semblant de marquer, quoi. Et donc là, c'est un bordel, t'as l'impression que personne joue vraiment au foot, que c'est vraiment grotesque, et ça, filmer ça et montrer ça au cinéma, enfin... ça a aucun intérêt, quoi. Parce qu'en plus, c'est toujours filmé de l'extérieur, t'as l'impression que c'est un parent qui filme avec son caméscope, quoi. Enfin là, t'es vraiment pas au cinéma, t'es à la téloche en train de filmer un match de foot dégueulasse, quoi. J'ai un peu le même problème avec les collègues aussi, qui vraiment filment le football de manière plan-plan, mais comme à la téloche, sauf que, encore une fois, les actions sont dégueulasses. Donc perso, je ne vis pas le football dans ces films-là. Alors quand même, dans À nous la victoire, faut que je parle du retourné de Pelé, qui est vraiment une belle action. Là, pour le coup, ils se sont un peu donnés, et c'est la meilleure action du film, et qui est pour moi la mieux filmée. Donc l'action du but commence par un petit pont filmé de l'intérieur du terrain, donc déjà on est déjà un peu plus en immersion que tous les autres plans on était dans les tribunes. Et après, il y a ce beau plan ralenti du centre du ballon qui va aller jusqu'à Pelé, qui amorce son retourné acrobatique, et malheureusement, le plan coupe pour avoir un plan plus rapproché de Pelé qui fait son retourné, et donc il y a le but. Bon, j'aurais préféré avoir le plan d'avant en entier, mais je pense que dans la prise qu'ils ont choisie, Pelé ne réussissait pas son retourné, parce qu'à mon avis, il n'a pas dû le réussir 50 fois d'affilée non plus, donc en tout cas, ils ont dû s'arranger au montage. Bon, ça reste quand même une belle action, qui est relativement bien filmée, et j'aime beaucoup ce plan ralenti, qui prend de l'ampleur avec le geste de Pelé, qui est vraiment magnifique. Donc ça, c'est un exemple de match de foot qui est filmé de manière assez télévisuelle, mais quand même, il y a un petit côté où de temps en temps, on est à l'intérieur du terrain, et rien que ça change, il y a peu de plans de football à la télé, on est à l'intérieur du terrain, au milieu des joueurs. Donc déjà quand ils nous montrent un plan comme ça, hop là, ça fait cinéma. Dans le film Le match de leur vie avec Gerard Butler qui raconte la victoire des USA contre l'Angleterre dans un match de la Coupe du Monde 1950, c'est encore plus vieux que mon maillot. 1950, l'équipe américaine, l'histoire c'est qu'ils n'avaient même pas encore d'équipe officielle, donc ils ont créé une équipe faite de joueurs amateurs comme ça, et ils ont réussi à battre l'Angleterre qui était la grande nation du football. Bref, et donc il y a le gros match à la fin qui est donc USA-Angleterre quoi. Alors là, le réalisateur, il s'amuse à faire des ralentis, mais à des moments totalement random, genre ce moment-là où il y a un mec juste qui passe le ballon au milieu de terrain, il fait 3 mètres, enfin vraiment, genre pourquoi tu fais un ralenti sur cette action-là, quoi. Et après, il va faire des montages hyper cut d'actions qui, pour le coup, auraient peut-être mérité de respirer un peu plus, quoi. Enfin, toutes ces frappes au gardien, il y en a, t'es coupé le gardien, tu sais à peine s'il l'a arrêté, quoi. Enfin, tu te dis, mais laissez un tout petit peu le temps au ballon de sortir du truc, ou... Enfin, tu laisses des ralentis sur des actions de merde, et sur des belles frappes, tu les filmes, tu les coupes tout de suite, quoi. Après, dans ce film, le montage des actions, c'est souvent très très simple. On fait un champ sur un mec qui tire, contre-champ sur le gardien qui arrête le ballon, quoi. Enfin, on fait jamais de lien entre la frappe et l'arrêt, tu vois. C'est déjà une preuve de simplicité au tournage. Tu fais un mec qui frappe sur un ballon, tu fais un contre-champ sur un gardien qui arrête un ballon, ça n'a pas besoin d'être une belle frappe au départ, ça n'a pas besoin d'être un bel arrêt à la fin, enfin l'arrêt doit à peu près être beau, mais ce que je veux dire c'est que lier une frappe et un arrêt en même temps, ça nécessite de la difficulté. Faire ça en 2 plans, c'est hyper simple. Ce que j'aime bien dans le film Le match de leur vie, c'est honnêtement que le match est plutôt bien chorégraphié et que le stade est vraiment plein, quoi. On a vraiment la sensation d'y être et la reconstitution historique fonctionne à mort. Donc l'atmosphère fait que le fait que ce soit filmé d'en dehors du terrain, ça passe un peu mieux parce que déjà on est dans les années 50, donc ça crée un décalage, on a déjà moins l'impression de regarder un match à la télé des années 50 parce que là on est avec une technologie actuelle. Donc là-dessus j'ai bien aimé. Après le match est quand même pas très palpitant, c'est un 1-0 un peu pourri.
où il y a juste Gerard Butler en gardien qui arrête pas d'arrêter des ballons, quoi. Mais à part ça, c'est pas un match à vrai suspense, quoi. C'est vraiment l'Amérique qui s'est fait un trip à parler d'un match pourrave, mais vu qu'ils ont gagné, ils se sont dit « On va faire un film sur le seul match important qu'on a gagné de notre vie !» Bande de losers. Ah, c'est pas votre sport, les ricains, faut le dire, hein, c'est pas votre sport, le foot. Hein. D'ailleurs, petite trivia, est-ce que vous savez pourquoi le football américain s'appelle football? Eh ouais, et ben en fait, c'est parce que la balle du football américain fait 1 foot de long, la mesure, elle fait genre 13 cm, je crois que c'est ça, ou 33 cm, bref, ça fait 1 foot de long, donc ça s'appelle football, alors que nous ça s'appelle football parce qu'on joue avec les pieds, qui est foot en anglais. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir. Un film qui arrive très bien à jouer justement avec le côté immersif et être sur le terrain avec le joueur qu'on suit, c'est Les Petits Princes. Un film vraiment intéressant qui raconte le parcours d'un jeune joueur dans un centre de formation entre amitié, rivalité, amour et évidemment football. Le parti pris des matchs, c'est d'être vraiment au plus proche de Ferry, qui est notre protagoniste, il s'appelle Ferry. C'est pas un mot que vous comprenez pas. Enfin, c'est pas un bateau non plus, quoi. C'est juste son nom de famille, il s'appelle Ferry, quoi. Il aurait pu s'appeler Chaise, vous auriez cru que c'était une chaise, mais non. Donc là on est vraiment sur le terrain avec les joueurs, et il y a des plans assez particuliers, comme celui-ci qui tourne sur un axe où on suit 3 passes et on fait un tour complet, et on est un peu totalement perdu, on est totalement déboussolé. Le plan nous donne le tournis littéralement, et c'est un peu le sentiment que peut avoir une équipe qui est face à une autre équipe qui joue trop bien, quoi. Il y a une équipe qui joue trop bien, elle nous donne le tournis parce qu'elle arrête pas de passer la balle rapidement et qu'on sait plus où donner de la tête. Donc ce plan, je trouve, retranscrit très bien le fait d'être dominé par une autre équipe quand on est sur un terrain de foot. Il y a vraiment un parti pris immersif où on est caméra à l'épaule au milieu du terrain, entre les joueurs, et par moments on a presque l'impression d'être un joueur, quoi. Enfin là, quand il y a ce but qui arrive et que la caméra continue à avancer vers le but, on a l'impression d'être un joueur déçu qui vient de se prendre un but, quoi. Après, malheureusement, le climax se déroule dans un vieux stade municipal, avec quasiment pas de public. Oui, c'est un film français, on n'a pas beaucoup de sous. Donc c'est sûr, ça facilite le côté reconstitution, ça coûte moins cher, mais fatalement, c'est moins vibrant, quoi. Bon, par contre, on dira rien sur la chorégraphie de ce gardien qui nous fait un plongeon, mais totalement à côté de la plaque, t'avais pas envie de l'arrêter la balle, quoi. Et donc, pour revenir à Goal, au moins dans Goal, il y a de l'audace. Il y a de l'audace, malgré le fait qu'il y ait un public énorme. Dans tous les plans, on a l'impression d'être vraiment au milieu de Bernabéu, quoi. Et donc je vais faire une petite liste des plans que je trouve vraiment audacieux dans Goal. Donc il y a ce plan, par exemple, qui est un faux plan séquence, où on suit les pieds de Santiago Muñez, qui dribble plusieurs joueurs et qui finit avec une frappe en pleine lucarne. Voilà, c'est un peu abusé, mais au moins c'est filmé d'une manière où t'as jamais vu un but comme ça, filmé comme ça à la télé, quoi. Là vraiment, t'es au milieu du terrain, tu suis les pieds de Santiago, tu comprends pourquoi il est trop fort, et ça te fait rêver. Alors c'est un peu bidon, tu sens la coupe, tu vois que le ballon peut être en 3D ou pas, mais honnêtement, je trouve que j'ai envie de voir ça au cinéma. Bon après, faut faire gaffe à l'audace, hein, parce que ça marche pas toujours. Et pour moi, le bon exemple, c'est le coup franc final de Joue-la comme Beckham, où ils ont voulu jouer un subjectif du ballon. Alors certes, c'est audacieux de vouloir montrer un coup franc en étant le ballon, parce que ça c'est sûr que tu l'as jamais vu à la télé, mais honnêtement, là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, principalement à cause de ce gardien, cette gardienne, là, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Enfin, elle regarde le ballon et elle enlève quasiment les mains du ballon pour qu'il soit sûr de rentrer dans les buts, quoi. En plus, avec le ralenti, ça accentue encore plus le côté un peu ridicule de ce moment-là. Donc voilà, c'était audacieux, c'était intéressant de vouloir montrer ce coup franc de cette manière-là, mais honnêtement, visuellement, je trouve que ça rend vraiment pas très bien. Parce que quand tu vois le coup franc final de Goal 2 qui est tiré par Beckham, bah là au moins ça rend bien, quoi. Alors certes, c'est un vrai coup franc vraiment tiré par Beckham, mais au moins il est beau, et en plus il arrive en pleine lucarne. Parce que c'est peut-être aussi ça le problème du coup franc de Joue-la comme Beckham, c'est que la meuf elle tire au milieu des buts, quoi. Là, la gardienne est mal placée, le mur est n'importe où. Bon, il y a un moment où ça manque un peu de crédibilité pour vraiment faire rêver, quoi. Donc vraiment pour moi Goal 2 c'est quasiment un des exemples que je préfère parce qu'ils se permettent plein de configurations différentes en plus. Il y a un mec qui met une tête plongée où le ballon arrive directement sur la caméra, il y a cette frappe en pleine lucarne après une série de dribbles qui est vraiment filmée d'un angle un peu étrange, et d'ailleurs c'est coupé, le gardien il joue contre Lyon, le Real, il y a des joueurs de foot français dans le film. Bon et le plus what the fuck ça reste cette reprise de volée, alors là totalement en mode Olivier Tomiesque là, vraiment, où le ballon limite il prend feu, non ce sera pour plus tard, mais là voilà, là c'est full CGI, la reprise de volée elle est totalement louche, on recule avec le ballon et on rentre dans les buts avec. Voilà, c'est totalement fake au possible, mais encore une fois, je préfère voir c'est le but final, hein, tu vois, là c'est vraiment l'ultime but de Santiago Muñez dans Goal 2, je préfère voir ça comme ça que filmer de manière banale, quoi. Donc maintenant que je suis dans les buts un peu cartoon, je vais parler d'un film où j'avais oublié à quel point le football était présent et surtout filmé de manière cartoonesque, c'est en fait Didier. Ouais, Didier, il y a pas mal d'idées pour rendre le match de foot un peu cartoonesque, notamment par exemple ce plan sur toute l'équipe du PSG qui avance face caméra, des bruits de cavalerie qui arrivent, donc il y a vraiment un côté vraiment pour rendre de manière visuelle un peu cartoonesque une sensation sur un terrain, donc la charge des joueurs du PSG, quoi. Bah là elle est vraiment filmée de manière littérale. Il charge littéralement, quoi. Ou bien il y a cet arrêt, alors cet arrêt par Alain Chabat qui est totalement filmé de manière what the fuck, où il traverse la moitié des buts en volant quasiment, mais il y a un côté vraiment cartoonesque où Chabat en fait il s'est un peu lâché, quoi. Bah il s'est lâché carrément avec ce but what the fuck où Chabat tire dans le ciel et le ballon il va quasiment dans la stratosphère et il retombe dans les buts, enfin c'est totalement n'importe quoi, mais bah au moins ça assume pleinement son délire.
Alors Chabat, il utilisait beaucoup de numérique, surtout pour le ballon, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple quand le ballon est en numérique, parce que tu évites tout le côté aléatoire d'un ballon, donc les joueurs font exactement les mêmes mouvements à chaque fois, et tu rajoutes un ballon numérique qui, lui, va pas partir n'importe où, si tu touches pas exactement au même millimètre, il va pas partir à côté, quoi. Après, il a la facilité de pas avoir des vrais joueurs du PSG, donc par exemple, l'attaquant du PSG, c'est Doberman, je crois, dans le film, donc clairement, c'est pas un vrai joueur du PSG, donc ça aide aussi au côté fausse reconstitution. Tous les plans sur le public du Parc des Princes sont en fait des plans d'un match du PSG où on filme jamais vraiment le terrain, donc il arrive à avoir cette petite alchimie où tu y crois, et à la fois, c'est pas un vrai match, mais t'arrives à y croire. Et les moments obligés de football pur, comme le fameux but retourne acrobatique, parce qu'il en faut toujours un, bah écoutez, il est quand même bien filmé. Alors je regrette juste qu'on voit pas vraiment le ballon toucher les filets, c'est un peu le truc emblématique, quand tu marques un but, il faut que les filets vibrent. Là, le plan sur les filets, il est un peu bizarre, je trouve pas qu'il soit extrêmement visuel, mais en tout cas, le retourné, lui, fonctionne vraiment bien à l'image. Et par exemple, pour les jeux de dribble de Didier, ils ont utilisé soit des moments où le ballon est carrément en numérique, et donc là, on sent que Alain Chabat fait un peu n'importe quoi, et qu'après, en animation, on lui a foutu le ballon dans les pieds pour que ça fonctionne, soit ils ont filmé des pieds d'un mec qui savait super bien jouer au football, et ils coupent avec des plans du haut du corps d'Alain Chabat, qui fait semblant de jouer au football, et honnêtement, le mix des deux fait que t'as l'impression que c'est Alain Chabat qui joue bien au football. Mais le maître total dans le football délire et cartoonesque, c'est clairement l'inégalé, l'inégalable Shaolin Soccer. Alors là, Shaolin Soccer, ils se sont vraiment pas fait chier, quasiment tous les ballons sont en images de synthèse. Alors certes, c'est un peu vieilli, mais alors qu'est-ce que ça simplifie les choses? Alors grâce à ça et le fait que les mecs pratiquent le kung-fu en jouant au football, ils se permettent des choses mais totalement aberrantes. Mais génial, parce que c'est totalement le délire du film, tu vas voir Olivier Tom filmé en vrai, quoi. Donc là, t'as des frappes tranquilles du milieu de terrain dès l'engagement, quoi. Easy. T'as tout un enchaînement où le mec tape tellement fort qu'il fait rentrer des joueurs avec le ballon dans les buts, tu vois, enfin c'est vraiment... c'est grotesque, mais qu'est-ce que c'est cool, quoi. Enfin, plus Olivier Tom que ça en live action, t'as pas, quoi. Enfin, c'est vraiment Olivier Tom en live action. J'aime vraiment beaucoup ce plan séquence travelling latéral où le ballon passe de l'arrière-plan au premier plan, et après il finit sur le joueur au milieu de terrain qui balance une grosse reprise de volée, ça paraît tellement simple, et à la fois c'est exactement ce qui est voulu par la mise en scène. À ce moment-là, le football est simple pour eux, quoi, parce qu'ils maîtrisent le kung-fu. Pareil, ce but, il est génial, mais déjà l'angle d'être ici, t'as l'impression que c'est genre une espèce de spider-cam volante, mais c'est génial, et cette frappe du milieu de terrain en l'air comme ça qui va direct dans les buts, enfin moi j'adore ce film, j'adore comment il filme le football. Mais dans ce film, les idées ne s'arrêtent jamais, et surtout ce qui est bien, c'est qu'en plus il y a une vraie recherche de comment le rendre le plus impressionnant visuellement. Donc par exemple, un gardien qui est imbattable. Alors on pourrait faire comme ils ont fait dans le match de leur vie, où tu alternes des gens qui frappent avec des gardiens qui arrêtent des ballons, mais non, dans Shaolin Soccer, ils ont fait tout en un seul plan. Donc t'es là, t'as un plan large, et tu vois le gardien, mais qui saute partout, qui arrive à arrêter des frappes dans tous les sens, enfin... Tout de suite, ça te donne un autre esprit, tout de suite, c'est encore plus impressionnant. Alors oui, c'est surréaliste, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est surréaliste, assumé, et qu'honnêtement, c'est génial. Bah, ça va tellement dans le surréaliste qu'à la fin, le ballon, il se transforme en tigre enflammé, à partir de là, de toute façon, ils peuvent tout se permettre. Enfin, tu vois, et la dernière frappe, elle détruit carrément le stade. Donc elle déshabille le gardien, elle fait un trou dans le terrain, t'as une espèce de tranchée tellement le ballon il est puissant, enfin tu vois, il part tellement n'importe où, il y a des mecs qui meurent après s'être fait tirer dessus, voilà, c'est du grotesque au possible, mais c'est ça qui est génial, c'est DBZ sur un terrain de foot, quoi. Donc honnêtement, moi je trouve que Shaolin Soccer, en matière de filmer de football, c'est clairement ce qui est le plus fun, décomplexé, audacieux. Bon, certes c'est pas réaliste, donc ça leur permet de faire tout leur délire, mais au moins c'est un trip, quoi, c'est un vrai trip que tu vois nulle part ailleurs. Et sinon il y a d'autres films sur le football qui valent vraiment le détour, et donc je vais en énumérer certains pour que si vous avez envie de les découvrir, n'hésitez pas. Le Ballon d'Or, alors c'est un film que j'ai pas revu depuis gamin, mais j'avais adoré. C'est sur un jeune Guinéen qui veut devenir un grand joueur de foot, donc c'est un espèce de road movie, film d'aventure sur le football. Alors ça parle très bien de l'enfance, du foot et de l'Afrique. Il y a The Cup, qui est un film tibétain. Alors je l'ai pas vu, et par contre il est dispo sur YouTube carrément. Et alors c'est Guillaume Boucaud, avec qui je fais idée reçue, qui me l'a recommandé, donc je lui fais confiance, et donc je vous le recommande. Et un autre film qui s'appelle Tom Foot, alors celui-là non plus je l'ai pas vu, mais il était numéro 1 du site eMovie, qui ont fait un top 10 des films sur le foot, donc je vous le mets dans la description, et donc Tom Foot était numéro 1, donc même si j'ai pas vu, j'ai vu des extraits, c'est sur un gamin qui joue au foot avec des grands. Ça a l'air assez bizarre, mais j'ai pas réussi à le trouver. Donc en tout cas, je vous le dis, ça fait 3 films sur le foot que j'ai pas pu revoir pour cette émission, mais en tout cas, on m'en a dit du bien, ou en tout cas, je l'ai vu comme le Ballon d'Or, et j'en ai un très bon souvenir. Et pour se détendre, pour finir, on va parler des énormes bousasses. Parce que oui, les films sur le foot, il y a quand même de la grosse bousasse. Alors je vais pas parler des seigneurs, parce que bon honnêtement ça partait d'un bon sentiment de vouloir faire un trip sur un peu la nostalgie de l'équipe de France 98, qui intègre une équipe de merde pour jouer la Coupe de France et essayer de sauver une usine. Les joueurs sont agaçants, t'as plein de stars sur le casting, t'as Franck Dubosc, t'as Gad Elmaleh, t'as Ramzi Bedia, Omar Sy, José Garcia, mais bon ils sont tous hyper agaçants, il y a aucun rôle qui fonctionne vraiment bien, c'est des espèces de caricatures des vrais joueurs de 98, c'est jamais vraiment prenant, c'est pas très crédible, enfin bref, c'est pas un très bon film,
mais on n'est pas dans l'ordre de la surbouse. Parce que la surbouse, il y a par exemple United Nations. Alors ça, c'est même pas une bouse, c'est une escroquerie. Donc United Nations, c'est un film qui a été financé sur la FIFA pour raconter l'histoire de la FIFA, et dedans, il y a Gérard Depardieu. Alors c'est hyper nébuleux, c'est un film qui est genre produit par la Slovaquie ou le Kazakhstan, enfin, tu vas sur la page Wikipédia, tu essaies de creuser un peu, tu fais genre, c'est bien étrange tout ça. Je pense que l'argent n'est pas vraiment allé dans le film, parce que quand tu vois le film, c'est juste dégueulasse, c'est grotesque, personne n'en a rien à battre de rien, c'est vraiment mais une énorme daube, au point que le film déjà a 0% sur Rotten Tomatoes, et a récolté 607$ pour son exploitation aux États-Unis. 607$ quoi. Putain, c'est nul. Putain, United Nations quoi. Il le dispose, je crois, gratos sur le web, tellement c'est de la merde. Et le film qui m'a le plus énervé, c'est Goal 3, parce que voilà, je vous ai dit, j'ai bien aimé Goal 1 et 2, et le 3, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi, c'est n'importe quoi. D'abord, on suivait Santiago Muñez depuis le début, tu vois, t'es aux États-Unis avec Santiago Muñez, il arrive en Europe, il joue avec Newcastle, après avec le Real Madrid, tu te dis le 3, ça va être la Coupe du Monde, putain, Santiago Muñez, il va jouer la Coupe du Monde avec le Mexique, ça va être énorme. Et non, Santiago Muñez, il se blesse à la 3e minute du film. Donc les mecs, on suit un joueur qu'on n'a jamais vu avant, un Anglais, et en fait, tout le film, c'est genre une espèce d'histoire entre sa femme, qui lui en veut, et machin, poète, et t'as genre pas de football. Tu vois même pas un match de foot, je crois que tu vois une vieille séance de penalty à la fin. Enfin, au final, c'est juste un espèce de soap intimiste sur des relations de cul de joueurs de foot et leurs femmes. Enfin, c'est nul, mais nul. C'est une honte, le Santi, il fait de la figuration dans ce film, alors que Santi, quoi. C'est Santi, bordel. Santiago Muñez, quoi. Le joueur emblématique. Non, voilà, donc c'est vraiment une honte, c'est comment ils se sont sentis que la trilogie, elle est abidée, donc ils ont plus assez de thunes, ils ont tourné la barre pour faire un truc super cheapos, et vraiment, mais Goal 3, c'est pour moi le pire film sur le foot qui a jamais été fait. Donc, conclusion, pourquoi on n'a pas tant de films sur le foot que ça? Eh ben, majoritairement parce que c'est compliqué à recréer. Eh oui, un vrai match de foot dans un stade, ça coûte cher, ça demande beaucoup de figuration, techniquement, c'est compliqué de remplir un stade, même numériquement, avec de la figure, ça coûte vraiment cher. Alors oui, c'est le sport le plus populaire au monde, mais malheureusement, c'est pas le sport le plus populaire ni aux USA, ni en Inde, qui sont deux nations qui font des films assez spectaculaires à grand budget, à leur échelle, et que malheureusement, bah, si eux font pas les films sur le foot, l'Europe, on a un peu de mal à faire des films à grand budget spectaculaires. Et un bon film sur le foot, pour qu'il soit spectaculaire, et bah, faut un bon budget, et pour le moment, on en a quasiment jamais eu. Alors voilà, il y a eu Les Seigneurs, mais je trouve ça nul. Il y a eu la trilogie Goal, voilà, c'est le seul exemple qu'on a. Sinon, après, c'est des espèces de bidouilles, comme Goal of the Dead, que je trouve horrible au niveau football, mais je vais pas en parler pour pas essayer de le défoncer. Après, on a, voilà, tous les films que j'ai cités, Les Petits Princes, qui est vraiment sympa, parce que c'est intimiste et ça parle d'un petit milieu, mais bon, bah, niveau football, quand ils rentrent dans le Parc des Princes pour faire son grand match, le film coupe, quoi. Enfin, tu sens qu'ils ont pas de thunes, quoi. C'est comme ça, c'est toujours pareil. Et en plus, c'est compliqué à chorégraphier le football, le ballon est trop aléatoire, faut vraiment des joueurs qui savent bien jouer au foot, tu peux pas prendre un acteur et lui faire jouer au foot, c'est compliqué de tricher, à l'inverse du football américain, où le ballon est beaucoup dans les mains, où c'est des lancers, enfin, il y a moins de, on va dire que c'est moins fluide, les sports américains, même le basket, c'est quand même moins fluide, même si, voilà, faut quand même savoir dunker, savoir dribbler, il y a forcément un peu la même chose, je pense qu'on pourrait faire un comparatif intéressant entre les films sur le hockey, les films sur le football et les films sur le basket, peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo si celle-ci marche, mais en tout cas, c'est pas un sport évident à manipuler filmiquement. Mais surtout, le gros problème du football au cinéma, c'est que la télé est là, et que les matchs de foot suffisent amplement. Déjà, le football est filmé de manière, mais super impressionnante à la télé. Il y a tellement de moyens techniques innovants qui ont eu lieu grâce au foot. Enfin voilà, t'as la super loupe de Canal+, qui te fait un super ralenti, mais de fou, que tu vois à peine au cinéma par moment dans des vrais films d'action. T'as par exemple la Spider-Cam, qui est une caméra au-dessus du terrain comme ça, qui se balade et qui donne des angles un peu en mode vol d'oiseau. T'avais même des effets bullet time à l'époque, où ils avaient ce système où voilà, ils avaient vraiment un effet bullet time au football. Enfin, donc ils ont plein de technologies qui rendent que le foot à la télé est déjà filmé de manière vraiment spectaculaire. Donc au cinéma, c'est difficile de faire plus sans que ça fasse fake. Donc si tu veux faire réaliste, bah tu te retrouves à faire un peu comme à la télé, et donc dans ce cas-là, bah la télé suffit en fait. Et surtout, le foot, le sport, reste plus palpitant qu'une fiction parlant de foot ou de sport. Voilà, un match de foot qui comporte de la tension et du suspense, c'est forcément plus efficace qu'un film qui essaie de reconstituer de la fausse tension d'un faux match de foot avec de la fausse tension et du faux suspense. Un match de foot se suffit amplement à lui-même. Enfin voilà, quand il y a le but en or de Laurent Blanc face au Paraguay après 113 minutes, ça fait 113 minutes que t'es en apnée, et la délivrance elle est totale, et tu vis des émotions qui sont mais authentiques. Alors qu'une reconstitution de ça, bah fatalement, c'est moins authentique, et ça fonctionne moins bien.
Et ben voilà, donc c'est tout pour cette exhaustive vidéo sur le foot au cinéma. Ça m'a fait un plaisir non dissimulé de vous partager ma passion pour le football et pour le cinéma, de les mélanger dans une magnifique vidéo où je vous ai illustré plein de choses avec des beaux extraits de films, que j'ai mis des affiches sur les murs. Bref, je me suis bien fait chier à la faire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me dire ce que vous pensez des matchs de foot à la télé, au cinéma, des films sur le foot. Voilà, n'hésitez pas, honnêtement, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne parce que voilà, si vous avez vu cette vidéo, que vous trouvez que c'est de bonne qualité, si vous vous abonnez, vous en verrez d'autres de meilleure qualité parce que je fais que progresser. En tout cas, j'essaye. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou critique. Et d'ici là, j'ai envie de vous dire, bonne toile! Et quand tu as qu'à aller sur mon Utip, tu connais pas Utip? Ah bah je vais t'expliquer rapidement. Tu vas sur Utip, tu regardes une pub, tu regardes 30 secondes de pub et moi je me fais 5 centimes. Et ça vaut le coup. Comme ça au moins tu sors pas d'argent de ta poche. Et moi je suis content, je me suis fait un peu de blé. Voilà, donc va sur Utip s'il te plaît.